Face à des élèves en train de jouer sur un terrain de basket-ball, bien des questions se posent à l'enseignant, observateur, décideur, incitateur. Parmi celles-ci, qu'y a-t-il d'essentiel, de décisif, qui pourrait être dégagé de la complexité du jeu? Quel rapport entre ces éléments décisifs et le contenu de mon enseignement? Quels objectifs immédiats? L'observation des déplacements des joueurs impose de les situer par rapport à un système de repères. Il y a un repère primordial qui détermine l'orientation du jeu, c'est le panneau. Lorsqu'il devient une cible pour le joueur porteur de balle, distance et position de ce joueur définissent ce qu'on appellera l'espace de marque. Lorsque le joueur pénètre dans cet espace, la possibilité d'envoyer la balle dans la cible devient pour lui organisatrice de son action. L'espace de marque très réduit et le regroupement en grappes caractérisent le niveau débutant. L'espace de marque s'agrandit. L'agrandissement de la zone de marque est une caractéristique de l'évolution du basket. Les variations de cette zone sont des indicateurs de niveau de maîtrise du tir. Pour caractériser l'accès à la zone de marque, un deuxième repère est intéressant à considérer, c'est le couloir de jeu direct, c'est-à-dire l'espace de locomotion du joueur porteur de balle qui se déplace directement vers le panier. L'échange se fait dans le couloir d'accès direct au panier en sollicitant le joueur le plus avancé sur l'axe ballon-panier.
Quand cela n'est pas possible, la nécessité d'échanges indirects impose des détours. Les actions de contournement se développent à la périphérie du groupement constitué par l'ensemble des joueurs. La lisière du rassemblement des joueurs devient une ligne déterminant un couloir de circulation périphérique. Rapportons ce que font les joueurs à ce troisième repère. Lanceurs et réceptionneurs sont toujours situés à la périphérie. La notion de périphérie permet de caractériser un jeu à l'extérieur ou à l'intérieur. Dans cette phase de jeu, la balle pénètre à l'intérieur. Quand l'espace de marque et l'espace de jeu coïncident, mais que les conditions de marque ne sont pas réalisées, on se trouve en attaque placée. Les joueurs doivent apprendre à utiliser ces repères pour se situer et situer leurs partenaires. Utilisons ce système de repères pour identifier les permanences et les régularités caractéristiques du jeu des élèves en collège. Gagne-terrain, c'est-à-dire accès à la zone de marque. Chez les débutants, le gagne-terrain se fait par le joueur le plus avancé dans le couloir d'accès direct au panier. Ce joueur se trouve alors en situation de dribbleur poursuivi. Le gagne-terrain peut se faire aussi par le dribble direct en direction du panier. Quand cette option n'est pas possible, on trouve alors un gagne-terrain par le porteur de balle à partir de la périphérie arrière. Dans cette attaque, il déplace l'ensemble des joueurs, mais reste à la périphérie arrière. La tentative de débordement n'est pas réussie. Si le porteur de balle réussit partiellement son débordement, il parvient à la périphérie latérale. Enfin, le porteur de balle peut réussir son débordement. Il passe alors à la périphérie avant pour tirer ou devenir un joueur d'appui. L'alternative du débutant dans le gagne-terrain, c'est le dribble en situation de poursuite-évitement ou le dribble de débordement.
Dans un premier temps, joueurs et balles sont à la périphérie. On peut remarquer des croisements de joueurs sur cette périphérie, mais qui, au début, sont indifférenciés. Par la suite, ils deviendront des écrans. Lorsque les joueurs viennent à l'intérieur, c'est le plus souvent dans le couloir de jeu direct. Il s'agit d'une percée. Le passe-et-va est une amorce de choix dans l'alternative extérieur-intérieur de l'espace de jeu. Chez le débutant, le joueur porteur de balle lance à un partenaire sans avoir anticipé de nouvelles actions en tant que joueur non porteur de balle. Il ne se déterminera que lorsqu'il aura prélevé des indices visuels sur le nouveau porteur. Lorsque les joueurs sortent de cette étape, on a des amorces de passe-et-va, surtout dans le gagne-terrain, et lorsque le partenaire à qui on a envoyé la balle se trouve en avant. Le jeu d'appui ne pourra apparaître que lorsque le joueur porteur de balle en avant deviendra capable d'entrer dans l'alternative marqueur-distributeur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'apparaîtra le mouvement des partenaires vers le panier. Les passes-essuies apparaissent à la périphérie. Le passeur suit d'abord la trajectoire de balle en s'infiltrant un peu. C'est à mi-chemin entre le passe-et-va et le passe-essuie. Puis il arrive ensuite qu'ils suivent réellement la balle en périphérie, créant des situations de jeu à deux. Le tourne autour, par exemple. Lorsque le passe-essuie se fait dans le couloir de jeu direct, cela constitue une étape nettement supérieure. Acquérir certains pouvoirs dans les actions sur la balle permet au joueur de mieux ajuster ses réponses motrices aux décisions qu'il a prises. Apprendre à tirer, c'est apprendre à maintenir des postures qui deviennent ainsi un moyen de correction dans les tentatives ultérieures. On peut remarquer une poussée complète des bras, mais non maintenue. C'est à cela qu'il faudra remédier.
Extension complète, mais non maintien de la posture finale. Maintenir cette posture, c'est permettre, en plus des indices visuels, de prendre des indices de nature proprioceptive. Apprendre à tirer, c'est aussi apprendre à construire le point haut de la trajectoire de balle. Le regard est dirigé vers la cible, les bras vers le point haut de la trajectoire. Il faut apprendre à dissocier les deux. Ici, ce point n'est pas construit. Apprendre le déplacement réglementaire du joueur porteur de balle, c'est d'abord conquérir le déplacement avec la balle dans le plan transversal près du corps. Quand la balle est poussée vers l'avant, la maîtrise est délicate. C'est aussi apprendre à attaquer la balle par derrière. La main accompagne la balle dans sa remontée par un mouvement de supination-pronation. Quand la balle est frappée par-dessus, elle est difficile à contrôler. Chez le débutant, le tempo de la poussée de la balle et le tempo de la course sont confondus. Il faut aller vers une dissociation des deux, rapide pour l'un, lent pour l'autre. On apprend le dribble lorsqu'il y a opposition, rapport au défenseur. Apprendre à dribbler, c'est d'abord apprendre à évaluer l'évolution du rapport attaquant-défenseur. Chez le débutant, la pénétration de l'adversaire dans l'espace intime n'est pas prise en compte. Lorsqu'on sent l'arrivée de l'adversaire, la réponse initiale est l'arrêt du dribble. Dans ce cas, le seul moyen réglementaire de maîtriser le ballon sera le pivot. Ici, un pivot fonctionnel. Ensuite, le joueur est capable de ne pas interrompre son dribble et utilise un pivot d'enroulement ou de débordement. La découverte des propriétés du couple attaquant-défenseur constitue le contenu de l'apprentissage des savoir-faire du dribbleur. Le recours au dribble se fait sous des formes qui vont de l'exploration, prendre du recul, temporiser,
À l'explosion, pénétrer, percer. Savoir dribbler, c'est maîtriser les choix décisionnels dans le cadre d'alternatives. Si l'on considère les lancers chez les débutants, du point de vue des orientations, le lanceur et le réceptionneur sont face à face. C'est seulement après avoir reçu le ballon que le joueur peut modifier son orientation et s'engager dans une action nouvelle. Du point de vue des distances, on se trouve dans des lancers de 3 à 4 mètres. Ces caractéristiques déterminent une zone de réception dans laquelle viennent se placer partenaires et adversaires. Sur ces images, la distance s'allonge, mais on reste dans le face-à-face. Si l'on ne prend pas garde à déconstruire ces caractéristiques du lancer attrapé chez le débutant, les joueurs créent une structure spatio-temporelle qu'ils reproduisent ensuite systématiquement dans les phases de jeu. Toute autre situation est alors source d'échec. La notion de passe apparaît dès qu'on est confronté à une opposition et donc aux propriétés du couple attaquant-défenseur. Le vrai problème en jeu n'est pas l'acte de lancer, mais les rapports joueur-adversaire et donc les caractéristiques des deux couples dans l'échange. Seul le pivot permet au lanceur de gérer la variation de distance attaquant-défenseur. Le tenu spontané de la balle devant soi chez le débutant entraîne des difficultés pour le lanceur et pour les partenaires une situation d'incertitude. L'alternative des postures balle à la nuque, balle à la hanche permet d'éviter les déséquilibres, de manœuvrer la pression défensive et entraîne des choix mieux adaptés. Ils ont tous le même sens, faire progresser les conduites décisionnelles par une diminution de l'incertitude interéquipier. Les élèves doivent trouver des solutions à des problèmes que l'enseignant s'efforce de faire émerger par ses interventions. Ces règles peuvent concerner le résultat. On agit ainsi sur la logique du fonctionnement adaptatif du joueur. Ici, tout panier marqué avec une balle venant de la périphérie avant vaut 5 points au lieu de 2. Pour les élèves, c'est un match. Pour l'enseignant, c'est une situation didactique de manipulation de variables, si possible pertinente. Donc 4 contre 4 sur tout le terrain.
À chaque fois que le porteur de balle est arrêté, il a le droit seulement d'avoir la balle ou ici derrière la nuque ou ici contre la hanche. Partout ailleurs, siffler par l'adversaire. Ça marche? Allez. Les règles peuvent concerner, comme ici, le rapport à la balle. Ces postures visent à remédier à l'obstacle que représente la manière spontanée de tenir le ballon, qui augmente l'incertitude. Or, les règles cherchent à diminuer cette incertitude. Introduire des règles concernant le nombre de joueurs. Ici, 4 contre 4. Le 5e joueur se déplace à l'extérieur. On peut le faire entrer en jeu quand on veut, en lui faisant une passe et en sortant. Diminuer le nombre de joueurs est une façon de diminuer les choix possibles. C'est de très loin, regardez un peu, c'est de très loin Altintas qui reçoit le plus de balles. Le sociogramme permet de prendre connaissance, par exemple, du nombre de balles reçues par les différents joueurs. Autrement dit, on veut qu'il y ait des balles là, on va demander à celui qui en reçoit le plus, le meneur de jeu, de jouer dans cette zone-là pour en donner aux autres. Ceux qui sont autour essaieront de se poster de façon à pouvoir déclencher le tir sur ces passes. Les joueurs doivent essayer de se placer le plus souvent possible en 1-3-1 dynamique. On est ensemble dans une stratégie. Ici, la stratégie balle en avant. La stratégie balle en avant a l'avantage de s'inscrire dans ce qu'ils font dès le départ. Simplement, le joueur le plus avancé doit pouvoir devenir joueur d'appui. La première fonction de cette stratégie balle en avant est d'en finir avec l'impasse du chemin d'accès direct au panier comme seule solution.
à chaque fois que vous recevez la balle, vous arrêtez. Vous devez rester dans l'orientation dans laquelle vous avez reçu le ballon. Les autres ont à se débrouiller par rapport à ça, mais vous ne pouvez pas changer d'orientation. Il y a un codage relatif aux orientations du joueur porteur de balle. Quand l'orientation du joueur porteur de balle est due à la pression du défenseur et non plus à l'attrapé de la balle, il faut absolument que quelqu'un vienne dans cette orientation en soutien. On est donc ensemble dans une stratégie. On prend des informations sur le joueur porteur de balle. Il y a un codage relatif à ses orientations. Tout ceci contribue à construire une langue du jeu. Qui n'essaie pas de jouer le jeu de l'équipe, la stratégie de l'équipe.